Et donc, en parlant de leadership, nous allons maintenant entendre ce qui s'est fait à la Fondation Michael Jean depuis l'année passée pour mettre en œuvre le plan d'action à l'échelle du pays. Et pour nous aider à apprendre de ce qu'a fait la Fondation, je vous demande je demande à la pianiste ou le pianiste, l'accro de Twitter, de venir se joindre à nous ici en avant. Peter Flagel. Et j'invite aussi Mohamed Thiam à venir ici, graphiste et artiste qui fait partie du Fourth Wall, le quatrième mur, rendre l'invisible visible au Musée des Beaux-Arts de Montréal. La femme qui nous a bien réveillés ce matin, Savannah Simon, militante des droits autochtones de Halifax et une artiste qui fait aussi partie de l'exposition du quatrième mur. Pablo Munoz, gagnant du défi de la solidarité de la jeunesse du quatrième mur. Et Ahmed Mohamed, directeur de la Breathing in Poetry Collective, la respiration en poésie, et un entrepreneur des arts qui a reçu un prix en 2014. Et de l'inclusion sociale, c'était lors du dernier forum un enjeu qui était particulièrement important pour les participants. Donc, c'est une recommandation, une thématique dans le plan d'action. Les participants ont affirmé que les arts et la culture ont un rôle de premier plan à jouer pour favoriser des collectivités qui respectent la diversité, non comme une menace, mais vraiment comme une richesse. Donc, inspiré un peu par le plan d'action, la Fondation Michael Jean a donc lancé le projet ou le programme Le Quatrième Mur, rendre l'invisible visible au Musée des Beaux-Arts de Montréal le 5 février dernier, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Ceci afin d'offrir une réponse tangible à ces recommandations autour de la diversité. Et vous, Mohamed, vous êtes un jeune graphiste montréalais, vous étiez vraiment au cœur de l'initiative. Peut-être vous pourriez nous parler un peu du projet. Est-ce que vous m'entendez? Ok, là c'est bon. Donc, à l'occasion de la première édition du quatrième mur, c'était en février dernier, la Fondation Michael Jean avait lancé en fait un concours à Montréal où les artistes en fait présentaient leur travail et tout. Et après sélection, on a eu une opportunité merveilleuse de travailler avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal et spécifiquement la collection québécoise canadienne pour sélectionner une œuvre avec laquelle on serait en dialogue en fait. Donc notre nouvelle pièce était en dialogue avec cette pièce de la collection permanente du musée. Et c'était vraiment une belle initiative parce que malgré le fait qu'on soit complètement connecté aujourd'hui avec Twitter, avec tous les social medias, avec l'Internet et ainsi de suite, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi loin, aussi séparés. La plupart des choses qu'on connaît de l'autre ou de nos voisins, soit national, régional ou à l'étranger, se fait à travers les médias. Beaucoup de gens ne connaissent pas le nom de leurs voisins, ne connaissent pas les enfants de leurs amis et ainsi de suite. Et donc, pour moi, des projets comme ça, comme le quatrième mur ou le Forum national du pouvoir des arts, ramènent les gens pour un peu leur rafraîchir, refresh, et leur rappeler l'importance en fait d'apprendre des autres et de communiquer avec les autres, de partager les choses avec les autres, mais de la bonne manière. Donc sans préjugés, sans stéréotypes, sans tout ce bagage que l'on transporte avec nous, qui souvent n'est pas forcément vrai. Et donc, c'était une belle occasion et j'ai eu la chance de participer à ce projet-là. Donc, vous parlez justement de communication, de l'importance de la communication. Parlons maintenant un peu de votre œuvre que vous avez choisie, vous avez créée vous-même, qu'on voit maintenant à l'écran. Nous voyons un peu de colère, peut-être même vraiment un désir de parler, de faire valoir sa perspective. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Je pense... Une chose qu'il y a avec déjà au Musée des Beaux-Arts, c'était la première fois que des artistes
contemporains d'une minorité culturelle participaient ou avaient une exposition contemporaine au Musée des Beaux-Arts. Ça, c'est pas normal. On n'est pas arrivé en 2014 au Canada, ça fait des siècles et des siècles qu'il y a des communautés étrangères ou même locales qui étaient là avant nous à Montréal. Donc, il faut qu'il y ait plus d'ouverture comme ça, plus d'opportunités d'avoir ce genre de dialogue et pas que ce soit des moments spécifiques comme le mois de l'histoire des Noirs ou le mois de la femme ou ainsi de suite. Il faudrait que ce soit des choses qui soient implémentées de manière générale à travers la société parce que ça permet d'avoir des conversations ça crée un environnement, comment on dit ça, safe, un peu comme AA ou quoi que ce soit, où les gens sont capables de poser des questions, de parler de leurs craintes, de leurs envies, de comment ça s'appelle, tout ce qui leur travaille avec ou par rapport à l'autre, sans se sentir jugé ou ainsi de suite. Donc mon travail porte souvent sur les stéréotypes et la manière dont on perçoit les choses, parce que souvent, beaucoup des mots qu'on utilise pour se décrire et ainsi de suite nous mettent souvent dans des petites boîtes. On a cette habitude de toujours catégoriser les choses, que ce soit l'apparence physique, que ce soit tout. On a ce réflexe, dès qu'on voit quelqu'un, direct, première réaction, on commence à juger le pour, le contre, le bien, le mal et ainsi de suite. Et on prend nos décisions par rapport à ça. Mais le problème, c'est que si nos repères sont bias, ça affecte notre jugement. Donc c'est très important d'être clair par rapport et d'avoir l'humilité de comprendre qu'on ne sait pas toujours tout et d'avoir le courage de poser des questions et de s'approcher des gens, de ne pas avoir peur et de rencontrer, parce que c'est comme ça que l'on développe une identité multiculturelle, que l'on développe un savoir multiculturel et ainsi de suite. Donc mon travail porte souvent sur ce genre de sujet et essayer d'ouvrir des conversations par rapport aux stéréotypes, par rapport aux préjudices et la manière dont on perçoit les choses, pourquoi est-ce qu'on les perçoit de cette manière-là, qu'est-ce qui nous influence à les percevoir de cette manière-là et ainsi de suite. Donc, vous avez parlé justement de l'importance de créer des espaces sécures, safe spaces. Vous avez aussi parlé de l'importance justement de briser les stéréotypes. Et donc, selon vous, les arts et la culture, ils ont un rôle important à jouer dans ce sens? Les arts et la culture ont toujours eu, toujours avant de commencer, si on pense on va retourner dans le temps un peu, si on pense à l'Allemagne nazie, si on pense à toute guerre ou quoi que ce soit, la première chose qui se passe avant, c'est une propagande qui se fait à travers les arts. Donc à travers les caricatures dans les journaux, à travers les illustrations, les tracts, les posters et ainsi de suite. Et ça commence toujours petit à petit par, comment on dirait ça? To turn into a villain, like a certain type of character. Donc, on cherche à transformer l'autre en vilain, en méchant. Pour reconnaître tel type de personne ou une personne appartenant à un certain groupe. Donc ça se fait toujours, c'est toujours la première porte d'entrée. Et ensuite, il y a le cinéma et ainsi de suite. Donc, il est très important aussi. Ceci montre l'importance de ces mediums. Donc, le pouvoir les arts ont toujours eu ce pouvoir, et à chaque fois aussi, lorsqu'on va toujours regarder dans le passé, que ce soit avec l'archéologie, la paléontologie, et ainsi de suite, c'est toujours à travers l'art que l'on apprend sur les autres, sur notre propre passé, et ainsi de suite. Donc il est très important, c'est pour ça que c'est un médium que j'utilise beaucoup, pour essayer de parler de sujets c'est pas qu'ils ne sont pas mis en discussion, mais souvent, même les personnes qui en discutent pour moi, disons,
si on parle d'artistes noirs ou quoi que ce soit, peut-être qu'ils ne parlent pas de choses qui sont importantes pour moi. On n'a pas le même vécu, on n'a pas le même passé, on n'a pas le même bagage. Donc c'est important aussi de parler pour soi-même, de parler de différentes expériences pour justement rajouter plus à cette conversation-là. Thank you very much, Mohamed. Merci beaucoup, Mohamed, pour ce point de vue fascinant sur le pouvoir des arts. Merci. Et je crois qu'une des choses que ça nous rappelle, c'est l'importance des institutions culturelles comme étant des espaces pour le dialogue, d'aider à vraiment démanteler les cloisons. L'année dernière, au forum, les participants ont aussi parlé de façon convaincue de l'importance de ces institutions culturelles, qu'elles doivent être intégrées aux collectivités. Alors, suite au plan d'action, la Fondation Michael-Jean a décidé d'établir un partenariat avec la Art Gallery of Toronto et Pride Toronto, Fierté Toronto, pour initier une exposition spéciale du 4e mur pour coïncider avec la fierté mondiale 2014 dans le mois de juin cette année. Le thème était la solidarité avec la communauté LGBTQ au Canada. On a mobilisé une coalition de 60 organismes du Canada pour utiliser l'art et sensibiliser et appuyer les jeunes LGBTQ. Pabu Munoz, vous avez été le gagnant du défi du projet de solidarité. Pouvez-vous nous en parler? Alors, j'ai vu qu'il y avait un concours pour le 4e mur. J'ai créé cette œuvre pour le projet. Et en juin, j'ai découvert qu'on avait choisi mon œuvre comme étant une des 6 œuvres finalistes et qu'on devait aller à Toronto pour discuter de solidarité avec les jeunes LGBTQ, QII et Berdache. Et j'ai pensé que c'était vraiment merveilleux d'avoir cette conversation à Toronto. Et à Toronto, j'ai découvert que mon œuvre avait remporté le premier prix et qu'elle allait être transformée en cette peinture murale. Et alors, on a travaillé avec la Art Gallery d'Ontario qui m'ont aidé à créer cette œuvre dans ce médium. Alors, c'est merveilleux, cette image du barbelé, les 2 hommes qui sont séparés, mais communiquent entre eux, peut-être même qu'ils s'embrassent. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous cherchez à communiquer? Pour la fierté mondiale, World Pride, on voulait fêter la réalisation, les réalisations du mouvement gay queer au Canada. Notre génération hérite de ces percés par le mouvement de la libération sexuelle. Et alors, c'est à nous maintenant de nous exprimer quand on se rend compte de tout le progrès réalisé par le mouvement. On oublie qu'on a surtout su obtenir des droits pour les hommes, des hommes blancs de la classe moyenne. On ne parle pas des personnes trans, des femmes qui ont été tuées de la route des larmes, et aussi des réfugiés qui sont emprisonnés au Canada, qui ont voulu chercher refuge au Canada parce qu'ils ne pouvaient pas être homosexuels dans leur pays. Et moi, je suis un réfugié queer, et voilà pourquoi j'ai créé cette œuvre. Mais au lieu de la percevoir du point de vue négatif, je voulais voir comment on fait preuve de force face à l'oppression à la frontière. Et je crois que c'est l'amour qui est la force qui nous donne de la résilience. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire ces 2 hommes qui s'embrassent, qui traversent, qui vont démanteler cette frontière, qui vont détruire les murs, les obstacles entre nous. Est-ce que vous avez reçu des commentaires au sujet de ce message?
que vous cherchez à communiquer? Oui. Et c'est ça qui a été merveilleux. Cette œuvre a été exposée à la Galerie d'art de l'Ontario. C'est une institution qui existe depuis longtemps, qui a une réputation. C'était important pour moi. J'ai reçu des courriels, des messages de personnes de partout de l'Amérique du Nord, de l'île de la Tortue. Il y a des militants à Chicago qui m'ont appelé, m'ont dit j'adore cette œuvre, est-ce qu'on peut s'en servir pour notre campagne? Il y a des gens à Santa Ana, Californie, qui m'ont appelé à aller créer une autre œuvre, des gens qui préconisaient ou qui se faisaient les champions des droits des transgenres qui sont emprisonnés dans les prisons pour le sexe opposé à ce qui devrait être. Alors, vraiment, de m'avoir permis de faire ceci à la Galerie L'Art de l'Ontario, ça m'a amené à m'engager dans un dialogue encore plus large. Alors, ce qui est important pour vous, vous êtes un militant, un artiste qui travaille activement au Canada, mais aussi en Amérique latine. Quel serait votre message pour les militants, les activistes sociaux qui ne sont pas au courant du pouvoir des arts? Mais je crois que tous les militants connaissent le pouvoir des arts. L'art, ce n'est pas quelque chose de distinct du changement social. Ça fait partie du changement social. Je n'ai jamais entendu d'un mouvement pour les droits qui ne fait pas appel aux arts. C'est une réaction, c'est presque un réflexe de se servir de l'art pour refléter nos histoires. Alors le message que j'aurais pour les autres artistes militants, je dirais que je n'ai pas travaillé tout seul. Je n'ai pas inventé ceci moi-même. Ça fait partie de la communauté qui m'a élevé, qui m'a éduqué, qui a façonné ma façon de penser. Et sans cette communauté, je n'aurais rien. D'après ce que j'ai entendu, il y avait 2000 votes pour cette œuvre. Et mon copain m'a dit, c'est pas seulement tes cousins qui ont voté pour ça. Alors, si vraiment on comprend ce que votre communauté cherche à dire et vous pouvez le communiquer, vous contribuez au mouvement. Merci, Pablo. Alors, vous avez dit qu'il y a un lien inéluctable entre les arts et les mouvements sociaux. Ça fait partie, c'est lié aux recommandations dans le plan d'action, l'accès à la justice, la sécurité du public. Les participants de l'année passée ont dit que les arts devraient être employés pour la promotion de la justice sociale, pour prévenir la violence contre les femmes et aussi pour aider les gens qui sont dans les prisons. Savannah, vous travaillez activement dans les provinces maritimes. Vous avez fait partie du projet de la Fondation Michael Jean dans la Galerie d'art de la Nouvelle-Écosse. Vous pouvez voir cette grande affiche-là, qui est l'affiche du projet auquel on a collaboré avec la Galerie d'art de la Nouvelle-Écosse. C'est la justice, l'art et les jeunes qui cherchaient à donner un moyen aux jeunes et aux artistes de la Nouvelle-Écosse de contribuer à ce dialogue. Savannah, une de vos œuvres a figuré dans cette exposition. Pouvez-vous nous parler du projet? Notre œuvre est exposée à la Galerie d'art de la Nouvelle-Écosse à Halifax. Et parmi tous les projets que je fais, tiens, vous pouvez voir mon œuvre ici à l'écran. C'était une des œuvres qui a été une des œuvres qui m'a posé le plus grand défi et qui m'a vraiment touché le plus. Je l'ai presque pas réussi à poser ma candidature. Mon ordinateur ne fonctionnait pas, il restait plus de temps et je m'énervais. Et normalement, moi, je m'énerve pas. J'avais appris à ne pas m'énerver, mais ici, c'est une œuvre qui me touche beaucoup.
On veut vraiment saluer les survivants des pensionnats autochtones. Ma grand-mère, Sarah Simon, qui a 89 ans, qui se porte bien, elle est toujours en vie, c'est une des survivantes de ces pensionnats. Ça, on peut la voir là-dessus. Vous pouvez voir, les 4 couleurs sont là. Les 4 couleurs qui sont très importantes en culture autochtone sur l'île de la Tortue. L'île de la Tortue, c'est notre façon d'exprimer Amérique du Nord. Il y a le rouge, le jaune, le noir et le blanc autour de ce qui ressemble à un soleil. Et il y a les rayons. Ça, ce sont des tuiles blanches qui portent des images des survivants de ces pensionnats. Et ces images sont en noir et blanc. Et la majorité des images sont des images de ces personnes quand elles étaient jeunes. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ceci. J'ai eu à faire beaucoup de recherches. Je suis allée visiter des gens, je suis allée leur parler, écouter leurs histoires. Et cette œuvre, ça représente comment, quand j'étais petite, j'écoutais ma grand-mère me parler de ce qui lui était arrivé dans le pensionnat. Et quand j'étais adolescente, j'allais écouter d'autres personnes âgées, d'autres anciens. Quand j'allais voir mes amis aussi, j'allais écouter ce que disaient leurs anciens. Parfois, ces survivants voulaient en parler, parfois non. Et c'est vraiment incroyable d'écouter tous ces récits. Je crois que les survivants luttent depuis des années pour qu'on entende leur histoire. Et il y a eu beaucoup de portes qui leur étaient fermées. Et grâce à la Commission sur la vérité et la réconciliation, on a ouvert les portes. Il y a eu beaucoup plus de possibilités de raconter ces histoires. Il y a beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse parce que c'est toujours vivant. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est manifesté chez les membres de votre famille ou vos amis? Moi, je suis la 2e génération après les survivants des pensionnats et ça a un effet sur moi aussi, même si je n'ai pas vécu ce que ma grand-mère a eu à vivre. Et quand j'étais petite, je me rendais pas compte de combien ça m'avait touché moi, jusqu'à ce que j'ai j'ai participé à un programme qui s'appelait Tapway Warrior, le guerrier Tapway. Et c'est un programme de 3 semaines qui se penchait sur les pensionnats et les effets multigénérationnels. On a dû créer un arbre généalogique, voir où il y avait des abus sexuels dans la famille, où il y avait de l'alcoolisme, des abus physiques. Et ça, ce sont des choses dont on parle rarement de façon quotidienne. Et donc, il fallait examiner notre famille profondément. Ma grand-mère, Sarah Simon, a 89 ans. C'est elle qui a perdu sa capacité de parler le Mi'kmaq à coups de bâton. Quand elle est sortie du pensionnat, elle est tombée amoureuse de mon grand-père et c'est lui qui l'a aidée à réapprendre sa langue. Et parce que sa langue lui avait été volée, sa culture lui avait été enlevée par violence, voilà pourquoi je partage ma culture, parce qu'eux, ils ne pouvaient pas. Et même maintenant, il y en a qui sont morts, qui n'ont jamais réappris leur langue, qui n'ont jamais tenu une feuille d'aigle, n'ont jamais fait la danse de ronde, parce qu'on les battait, on leur disait que c'était le diable qui les faisait faire ça, et que c'était le diable qui... la langue du diable, c'était le Mi'kmaq. Mais le Mi'kmaq, c'est la langue de ce pays, de ce territoire. J'ai un ami qui est en train de mourir du cancer. Il est un survivant des pensionnats et on voit son image, sa photo là. Et je tiens à cœur quelque chose qu'il m'a dit récemment. Il a dit que cette colère que nous avons en nous, ces douleurs, ces secrets cachés, toute cette noirceur qui est à l'intérieur, il ne faut pas la supprimer, il faut vraiment la libérer, il faut aller chercher de la thérapie, de l'aide, mais il ne faut pas toujours porter ce poids. Il faut vraiment mettre ce poids, ce fardeau là où il appartient. Si quelqu'un vous a fait du mal, il faut vraiment poser ce fardeau là où il doit être. Il faut prier, le donner au Créateur, aller en thérapie. Il faut que ça sorte parce que
c'est quelque chose qui vous alourdit, qui noircit votre esprit. Et les histoires qu'il m'a racontées étaient vraiment horripilantes. J'avais envie de vomir quand j'ai entendu ça. Mais j'étais vraiment, je suis si reconnaissante d'en parler franchement sur son lit de mort. Il a dit que il y a beaucoup de ses amis qui sont morts sans avoir raconté ce qui leur était arrivé. Et il s'était toujours dit quand il était jeune enfant qu'il allait probablement mourir de cancer. Et maintenant, voilà, il est sur son lit de mort avec le cancer. Il dit ce qu'on se dit, il faut vraiment faire attention. Il faut se dire des choses positives parce que autrement, ce qu'on se dit, c'est ce qu'on va manifester. Donc, ça m'a vraiment frappée. Ça m'a ravi, même si je suis très positive, je peux parler de façon qui motive les autres. Il y a toujours ce petit diable, cet ennemi qui est là, qui est sur mon épaule, qui cherche à parler de façon sournoise ou les choses négatives que les autres gens disent à votre sujet aussi. Ça rentre dedans. Il ne faut pas le faire, c'est toxique et ça va nous tuer. Alors, si je peux vous aider pour améliorer votre journée, votre vie, n'oubliez pas ce qu'il a dit. Il faut toujours penser positivement et il faut s'aimer surtout. Merci. Vraiment puissant. Et merci également d'avoir partagé votre témoignage terriblement puissant. On ressent la douleur, la souffrance qui est associée avec cela. C'est très difficile pour vous de partager cela, mais le fait que vous l'ayez fait et partagé votre œuvre d'art, merci, merci beaucoup. J'ai encore une petite chose à vous dire. Quand ma grand-mère était au pensionnat autochtone avec tous les autres pendant 10 ans, elle a été là et elle n'a jamais eu un câlin. Elle ne l'a jamais eu un câlin. Personne ne l'a tenue par la main, aucune affection, aucun amour. Alors pour tous ceux et celles qui sont des grands-parents et qui ont perdu cet amour, c'est pour cela que j'apporte mon site de câlin gratuit ici. Alors c'est pour cela que j'ai mon enseigne. Alors ne vous gênez pas si vous en voulez. Et vous êtes entrepreneur, hein? Et vous êtes entrepreneur aussi? La plupart des artistes ici le sont, ce qui nous amène donc à notre prochain point. Nous allons parler de développement économique et d'entrepreneuriat social. Ahmed Mohamed, aussi connu comme Nomadic. Je pense que vous avez été très actif à Edmonton, Alberta, avec un projet très intéressant. Et avec le programme des jeunes entrepreneurs, là, vous avez été choisi pour recevoir des fonds pour lancer votre entreprise et aussi être accompagné de mentors. Alors, peut-être que vous pourriez nous parler de ce que vous avez fait et de votre projet, de votre nouvelle entreprise. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais dire merci beaucoup. Amanda est venue ici hier soir pour dire que le succès est toujours relatif. Je veux juste dire, maman, j'ai réussi. C'est mon succès que d'être ici parmi vous. Et moi, je suis née en Somalie. J'ai grandi dans une hutte. Puis ensuite, je suis allée en Italie, le pays de mes colonisateurs. Et je suis venue au Canada pour apprendre l'anglais, ma troisième langue. Le fait que je sois ici à vous présenter quelque chose est un honneur. Alors, je remercie la Fondation Michael Jean et tous les autres qui y participent. Je suis honorée. The Breathing in Poetry Collective a vu le jour grâce à un groupe d'enthousiastes comme moi et une femme algérienne qui était très active à Edmonton et partout au Canada et maintenant au Nigeria. Ce qui est arrivé dans notre communauté, il y a eu disparité entre les professionnels et les artistes amateurs et surtout les minorités dans notre collectivité. On pensait qu'on devait avoir accès à vouloir devenir professionnel. J'ai toujours voulu être un acteur. C'est pas nécessairement ce que l'on sait dans la vie qui importe, c'est qui l'on connaît. Et je trouve qu'il est très difficile d'être payé et de devenir professionnel si personne ne vous ouvre de porte. Alors je me suis dit, comment est-ce que je pourrais changer cela pour ceux qui me suivront? Parce que si moi, j'ai beaucoup lutté, j'ai eu de la difficulté, je ne voudrais pas que les autres en aient autant. Je veux leur donner des possibilités à tous les types d'artistes. Alors, je me suis lancée dans la poésie d'abord parce que l'idée, c'est que on inspire l'inspiration, si je puis dire, et on expire de la poésie, que ce soit par le piano, le gospel ou enfin, peu importe. La poésie est la base même de tout
tout ce que l'on fait. Alors, dans notre groupe, nous allons dans toutes les collectivités. On essaie de les relier avec des organisations. Par exemple, la communauté LGBT et la communauté somalienne. Il y a beaucoup de stigmates dans la communauté somalienne, mais j'essaie de soulever la question pour qu'on en parle, parce que même si on parle plusieurs langues, on oublie la plus importante, c'est celle des arts, parce que cela se traduit dans toutes les langues. Alors, l'objectif, c'était de regrouper toutes ces collectivités différentes pour qu'elles communiquent par l'intermédiaire des arts. Alors, les minorités, les jeunes rappeurs, les jeunes poètes étaient rassemblés au Festival de poésie d'Edmonton et pour faire publier leurs œuvres. Alors, l'idée, c'est de n'exclure personne à cause de leur antécédent. Et est-ce que ça fonctionne? Bien, ça a été fantastique. Comme je viens de le dire, c'est pas nécessairement ce que l'on sait, mais c'est bien qui l'on connaît. Alors, merci à tous. C'est tellement difficile d'expliquer certaines choses. Je n'aime pas beaucoup me vanter, moi, mais grâce à la Fondation Michaël Jean, c'est juste le nom, hein. Avant cela, je réussissais. J'ai remporté un championnat de poésie. J'ai gagné plusieurs prix. J'ai été artiste en résidence à divers endroits. Mais ce que vous m'avez offert, c'est cette possibilité d'être reconnu comme un jeune entrepreneur. Et tout a changé depuis ce temps-là. Maintenant, le Conseil des arts d'Edmonton me reconnaît et tout le Canada, et ma participation est respectée. Je ne suis pas seulement une minorité africaine qui essaie de percer dans les arts professionnels, je suis perçue comme un professionnel qui rassemble les communautés. Et nous avons plusieurs histoires de réussite. Nous avons des poètes, des rappeurs et une histoire vraie d'ailleurs. Avant d'arriver ici, mercredi, on avait une collaboration avec la Galerie d'art en Alberta et la poésie. Et quand on est arrivé, il n'y avait que 5 places de disponibles. J'ai dit, écoutez, vous allez devoir avoir beaucoup de places, que 5 sièges. Vous ne comprenez pas le pouvoir de la poésie, parce que c'était dans une galerie d'art en plus. Alors, ils ont installé 5 autres chaises. Alors, comme mon père disait, c'est la démonstration qui est la meilleure façon d'illustrer ce que l'on veut dire. Et en fin de compte, plus de 150 personnes sont venues pour écouter de la poésie de 4 ans jusqu'à 80 ans. Ça a été fantastique. Quelle belle histoire. Alors, à votre avis, les arts et les entreprises ensemble peuvent avoir un impact social, définitivement. Ce que j'aime surtout des prix que j'ai reçus et de l'argent que j'ai reçu, c'est le mentorat qui est venu avec. Parce que quand j'ai grandi, moi, je ne savais pas ce que c'était d'être un artiste. C'est bien beau de faire de la poésie, mais je ne sais pas quoi faire en affaires ou je ne sais pas comment écrire de CV. Enfin, il y a plein de choses que je ne savais pas. Mais maintenant que je l'ai appris, je peux le transmettre à d'autres. Maintenant, j'ai un portefeuille professionnel que je peux distribuer. Quand je suis allée à Seattle, ils pensaient que je venais pour faire de la poésie. C'est ça que j'avais indiqué dans mon CV. Et ils m'ont dit, « Ah, mon Dieu, quand je suis arrivée, on ne savait pas que vous étiez comme ça. » Alors, avec l'information qu'on a eue sur les affaires, ça nous a beaucoup aidés. Et les mentors continuent encore de m'aider. Alors, maintenant que nous sommes des artistes autonomes, on peut en aider d'autres. Donc, vous avez été aidé de mentor et maintenant, vous jouez le rôle de mentor. C'est ça. L'artiste a besoin de sa communauté pour se développer. C'est évident. Alors, toutes les connaissances que j'ai acquises, je vais les transmettre parce qu'on a besoin les uns des autres. On ne peut pas réussir seul dans la vie d'un artiste. Et c'est pour ça que je suis si reconnaissant à la Fondation parce que vous avez fait quelque chose, comme les gens du 4e mur. Hein? Ça l'a vraiment beaucoup aidé de pouvoir communiquer quelque chose au-delà des frontières que l'on s'est créées nous-mêmes. Alors, tout ce que j'apprends, je le communique à d'autres parce que si les autres grandissent, moi aussi, je grandis.